Salut et bienvenue dans la tribu Extraterrien. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de nos vidéos, sache que Extraterrien, c'est avant tout un format podcast que tu peux retrouver sur les différentes applications audio comme Spotify, Deezer, Apple Podcast. Je te mets les logos un peu partout, mais sache qu'on est vraiment disponible sur toutes les plateformes audio. Et ça peut te permettre d'écouter tout simplement les épisodes pendant que tu cours, que tu fais ta rando, pendant que tu conduis ta voiture, pendant que tu es dans les transports ou que sais-je, que tu es en train de faire le ménage ou de faire ton jardinage. En tout cas, voilà, c'est vraiment un format pratique, donc n'hésite pas à écouter aussi sur les plateformes de podcast. En revanche, si c'est pas la première fois que tu tombes sur une de nos vidéos, tu peux faire 3 choses. La toute première, c'est tout simplement de t'abonner et de mettre la petite cloche, tu sais où est-ce qu'elle se trouve là en dessous. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aussi en parler autour de toi, parce que tu sais très bien que le sport, c'est toujours plus sympa quand c'est partagé. Et enfin, la troisième chose que tu peux faire, c'est t'abonner sur notre compte Instagram extraterrien.podcast. On y partage un peu les coulisses, les photos avec les invités, bref, des petites exclus aussi qui sont sympas, des petits cadeaux. Tu y trouveras plein de choses sympas et on y donne aussi des conseils pour que toi aussi, tu deviennes un extraterrien ou une extraterrienne. Bon, en tout cas, je t'embête pas plus et je te laisse avec l'invité du jour. Ciao! Salut Clément. Salut Bart. Eh bien écoute, je suis très ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Extraterrien. D'ailleurs, j'abuse, c'est un peu un abus de langage parce que c'est toi qui me reçois dans les locaux de Puma aujourd'hui. Puma, ouais. Très, très beau showroom. D'ailleurs, merci à Héloïse qui a organisé cette rencontre. Donc toi, tu es brand manager chez Puma, exactement, depuis bientôt 2 ans, c'est ça ? Ouais, en septembre, ça fera 2 ans que j'ai rejoint Puma, ouais. Exactement. Okay. Eh ben, écoute, super. Et aujourd'hui, en fait, on va faire un épisode un petit peu différent, effectivement, de ce que je fais d'habitude. Tu me posais la question d'ailleurs sur ce pari de ligne édito. Mais le but, c'est aussi d'apporter de la valeur aux auditeurs et de comprendre un petit peu l'avenir du running, de comprendre les nouvelles tendances qui vont arriver et aussi de voir comment est-ce qu'une marque comme Puma peut essayer de se positionner. Mais avant qu'on rentre dans tous peut-être les termes un peu barbares, un peu techniques qu'on va aborder, et je suis sûr que ça va être vraiment passionnant. En tout cas, moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir le son de cloche de l'autre côté de la barrière. Comme je te le disais, il y a une tradition sur le podcast Extraterrien. Tous les athlètes, tous les invités y passent. Et ceux qu'on soit athlètes de haut niveau ou pas, c'est de passer par la première question habituelle et c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors, j'ai réfléchi à la réponse. Je pense que mon premier souvenir de sport, c'est quand j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde 98 à la télé avec mon père. Et je me rappelle en fait très bien des différents moments et des différents cris de joie, surtout de son côté. Je ne m'intéressais pas vraiment encore au foot à cette époque-là, mais après, l'intérêt est venu justement à cause de cet événement-là. Et puis, je pense que c'est resté dans la mémoire de beaucoup de gens qui ont au moins mon âge. Voilà, je pense que mon premier souvenir de foot, c'est ça. Ouais, ok. Et mon premier souvenir de sport, pardon. Mais le foot a pris beaucoup de place. Et puis, c'était un événement tellement marquant. Tu devais avoir quoi, 8-10 ans à peu près, c'est ça ? On est à peu près la même génération. En 98, j'avais 10 ans. Ouais. Ok. Ouais, donc ça prend tellement de place qu'on est pardonné. Ouais, c'est peut-être pas le premier directement, mais en tout cas, c'est le premier auquel j'ai pensé. Peut-être qui a le plus marqué. Donc, c'est celui que j'ai choisi là. Ok. Est-ce que c'est ce type d'événement qui t'a donné envie de bosser dans le sport plus tard ? Eh ben non, pas du tout. Peut-être rapidement. Non, mais en fait, ça, c'est une question intéressante. Je suis venu dans le sport plus tard. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Ouais. J'ai commencé par le tennis à 6 ans, j'ai fait du judo, j'ai fait un peu de basket, ensuite j'ai fait du foot. J'ai commencé mes études supérieures et j'ai tout arrêté. Ok. J'en faisais plus du tout, plus rien, étonnamment. Je me demande toujours comment c'est possible. Beaucoup de jeunes sont dans ce cas-là. Ouais. Tu passes ton bac, tu commences les études supérieures et là... Ouais, mais même au lycée, je faisais plus grand-chose en fait. Le sport, concrètement, ça m'embêtait, quoi. Les cours de sport m'embêtaient. Et je trouve ça étonnant maintenant quand j'y repense, mais bon, c'est comme ça. Et je me suis vraiment mis au sport dans ma dernière année d'études. Et après, j'imaginais pas du tout travailler dans le sport. Et puis un jour, c'est un peu arrivé comme ça. En fait, j'ai eu l'occasion de travailler en agence de com où j'ai travaillé pour des missions en sport. Dans le domaine du sport, j'ai notamment travaillé sur le social media pour l'UTMB. Et donc, du coup, ça, c'était intéressant. C'était intéressant. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et c'est en même temps que je me lançais à fond dans le sport, dans la course à pied particulièrement.
Ouais. C'était la même année où j'ai couru mon premier marathon. et après, je suis devenu progressivement accro en fait, à ça, pour en faire de plus en plus. Et puis de fil en aiguille, j'ai réussi à travailler dans une agence de com qui travaille uniquement pour le groupe Adidas. Ok. Du coup, là, c'était sport à temps plein, quoi. Adidas, c'était mon seul client. Je travaillais en exclu pour eux. C'était hyper intéressant, hyper challengeant sur des sports intéressants. C'était beaucoup, c'était pour Adidas T-Rex qui s'appelait Outdoor à cette époque-là. Ouais. Donc c'est tous les sports d'outdoor. Ouais. Donc c'est hyper intéressant, hyper passionnant. L'outdoor globalement, c'est des gens très passionnés. Ouais. Du coup, c'est hyper bien. Puis t'as beaucoup de contenu. T'as beaucoup de contenu, t'as beaucoup de choses à faire. Ouais. Et puis quand tu vas faire des shootings, c'est magnifique, quoi. C'est pas... C'est vrai. Tu vas voir dans les montagnes, tu vas chercher des cascades de 30 mètres parce que tu dois shooter un kayaker. Enfin, c'est génial, ouais. Donc là, le virus est... Ouais, vraiment. Et puis après, je faisais beaucoup de sport à côté. Et j'ai eu l'occasion, ensuite, j'ai travaillé un moment pour ASICS, donc à l'Europe, à Amsterdam, sur la catégorie running. Et justement, en fait, il fallait pratiquer. Et puis moi, je pratiquais à fond. Je courais beaucoup. Je cours toujours, mais moins. J'ai changé de focus. Mais c'est parce que justement, je fais du sport que j'ai pu décrocher ce job-là. C'est pareil chez Puma, en fait. Je ne peux pas être brand manager Là, je suis brand manager, en fait, sur différentes catégories. Chez Puma, on est splitté en catégories. Ouais. Donc moi, je fais le running et le training. Quand tu dis catégorie, c'est les sports ou les grandes c'est plutôt sport. sport. Voilà. Ouais. C'est plutôt des business units, en fait, en interne. Ouais, okay. Donc, tu as la catégorie running training. Training, nous, on dirait fitness en français, je pense. Tu as la catégorie foot, la catégorie sport style, la catégorie basket. Et moi, je suis sur le running training. Et après, ce qui est peut-être intéressant là-dessus, c'est moi, en tant que brand manager, en fait, ça fait une vraie différence que je pratique ces sports-là. Running, je cours, enfin j'ai fait plusieurs marathons, 6 ou 7, ça dépend comment on compte. Selon la police ou les manifestants, c'est ça? Ça dépend si tu comptes, je crois qu'on appelle ça sec ou pas sec, parce que j'ai fait un marathon en fait avec des obstacles. Ouais. Donc une course d'obstacles sur distance de marathon, donc techniquement c'est pas un marathon, mais donc ça dépend comment tu comptes. J'ai eu l'occasion de faire du triathlon, je suis allé jusqu'au demi-Ironman, je m'apprêtais à passer à vrai Ironman finalement. J'ai droppé entre-temps, peut-être pour plus tard, j'ai encore le temps. Donc du coup, je pratique ça. Et pour la catégorie training, en fait, je vais pas mal à la salle. Je fais beaucoup de crossfit en ce moment. Ouais. Et si tu veux pratiquer ces sports-là, ça fait une vraie différence pour mon job. Ouais. On est, je pense, potentiellement interchangeables chez Puma. Je pourrais faire le job de ma collègue en foot, je pourrais faire le job de mon collègue en sport style. Ouais. Néanmoins, parce que je pratique des sports-là, j'ai de la valeur ajoutée que peut-être les autres n'ont pas sur cette catégorie ou de toute façon qu'ils n'ont pas. Moi, par exemple, je m'en fous des tendances lifestyle, de la mode, etc. Donc, je pourrais faire le job, oui, de brand manager sport style, mais pas aussi bien que le fait Charlie. Même si je regardais le foot à 10 ans, quand je regardais la Coupe du Monde 98, je ne regarde plus, ça ne m'intéresse plus. Ouais. Et donc, je n'aurais pas en fait, cette valeur ajoutée qui fait la différence. Par exemple, un détail qui peut paraître bête, mais bon, je suis en période de recrutement d'une stagiaire là. Donc c'est régulier, tous les 6 mois, il faut qu'on en recrute des autres. Donc évidemment, moi j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît en running. Ouais. Parce que du coup, le job sera plus simple, tu n'auras pas besoin de tout lui expliquer, etc. Du coup, je lui pose la question, je dis elle, parce que pour l'instant j'ai eu que des filles. Voilà. C'est bien, ça apporte un peu d'équilibre. Du coup, je lui pose la question, est-ce que tu t'y connais en running? Naturellement, quand tu es dans un processus d'entretien, tu dis oui. Est-ce que tu cours? Oui. Mais moi, j'ai besoin de savoir si c'est la vérité. Et donc, je lui pose la question, et quand tu vas courir, est-ce que tu fais un simple nœud ou un double nœud? Et donc, si elle ne me répond pas un double nœud, je sais qu'en fait, elle ne court pas. Parce que tous les vrais coureurs et les vraies coureuses le savent. Ils vont faire un double nœud. Bien sûr. Parce que t'as pas envie en tant que coureur, tu n'as pas envie de t'arrêter pour... Enfin voilà, tu n'as pas envie de t'arrêter parce qu'il faut que tu mettes ta Garmin ou autre montre en pause, que tu te penches, que tu refasses tes lacets, ça te fout en l'air ton chrono, etc. Non, il n'y a pas moyen. Enfin, les runners, ils font pas ça. Ouais. Et ça, je le sais parce que je pratique. Mais j'ai pas une liste comme ça de choses, de détails qui font la différence.
que je peux en fait, est-ce que tu sais ça, est-ce que tu sais ça, est-ce que tu sais ça, non, c'est trop long en fait. Donc ça va beaucoup plus vite en fait de pratiquer parce que tu as une valeur ajoutée. Ou un autre exemple qui me vient en tête, j'avais vu une marque et je ne veux pas la citer, et puis c'est mieux de ne pas la citer, qui avait fait une vidéo de promotion où tu avais un coureur qui s'arrêtait de courir et qui mettait pause sur sa montre à 5 km 97. Et il n'y a aucun coureur, il n'y a aucune coureuse qui ne va pas jusqu'à 6. Si tu es à 30 mètres, effectivement, de 6. Ça n'arrive pas. Je veux bien, sur la vidéo, tu as le droit de t'arrêter à 6 km 07. Fine. Tout le monde sera d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais 5,97, il n'y a personne qui s'arrête. Ouais, c'est des petits détails. Ouais, c'est les petits détails où en fait, toi, tu le sais. Et après, quand tu vois ça, si Puma Running, on cherche la crédibilité sur cette catégorie, et ben c'est ces détails-là en fait qui font la différence. C'est comme ça qu'on arrive à montrer qu'on est sérieux, qu'on comprend les runners. Enfin, moi je fais du marketing, là-bas c'est comprendre les gens. Tout à fait. Je peux mieux les comprendre si j'arrive à me mettre à leur place. Voilà, sur la catégorie training, moi je supporte pas de voir un visuel où il y a un demi-squat. Le squat en fait c'est sous la parallèle. C'est comme ça. Exactement. Voilà, bon. Après, j'ai beaucoup parlé, donc je t'en prie, je te laisse rebondir. Non, mais c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que tu vois, dans le sport, c'est un des rares, on va dire, catégories, enfin, c'est une des rares catégories professionnelles où si tu le pratiques pas à 100%, tu peux pas bosser dedans. Tu peux pas bosser dans l'univers du sport si tu fais pas de sport. Alors, il y a quelques contre-exemples. Tu vois, là, je lisais la biographie d'un fondateur d'une autre marque très connue dont les associés étaient obèses, alcooliques et énormes fumeurs. Mais donc, il y a des contre-exemples, effectivement, il en faut toujours. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, quoi. Et alors que, tu vois, effectivement, si tu... je sais pas si j'ai des copains qui développent un logiciel comptable. À côté de ça, le soir, ils rentrent chez eux. Ils font pas de comptabilité, tu vois. Ils rangent. Ils vont pas pour le plaisir. Tu peux être très bon dans ton job, mais est-ce que tu auras autant de valeur ajoutée que quelqu'un qui est passionné ou qui sait en fait de quoi ça retourne? Tout à fait, ouais. Et je pense que tu peux avoir une vraie différence. Après, tu as le droit de t'intéresser au sport, etc. Enfin, je peux prendre l'exemple d'Audrey qui était notre brand manager foot. Oui, ok, elle joue peut-être pas au foot, mais elle s'intéresse à tout et elle connaît tout. Okay. Et donc, c'est suffisant. Ouais. En fait, parce que tu comprends la passion, etc. Enfin, et que tu connais plein de choses quoi, sur le foot. Et donc là, tu as une vraie différence. Il faut cette empathie-là, en fait. Ouais, il faut cette empathie. Ouais, il faut que tu arrives en fait, à te mettre à la place du consommateur. Et puis, en anglais, on dirait littéralement que tu te mets dans les chaussures du consommateur. En running, c'est carrément vrai parce qu'il y a tout en fait qui passe par la chaussure. Ouais. On est à 82% du marché, 82-85% du marché du running en France, c'est de la chaussure. Donc le reste, c'est du textile, les accessoires, etc. Enfin, quand tu vois le prix, par exemple, d'une montre GPS, tu te dis bien que le textile ne doit peser pas grand-chose. Ouais. Donc c'est essentiellement de la chaussure. Donc, ce que tu dis, c'est que sur le matériel qui est vendu, 82% du... Ouais, sur 100 € dépensés dans la catégorie running en équipement, chaussures, textiles, accessoires. Donc, accessoires, tu mets toutes les montres connectées, etc. Ouais, puis les petits, je sais pas, les chaussettes de compression, tes portes dossards, tous les gadgets qu'on peut imaginer. Ouais, des gels, etc. Et donc, il y a 82 à 85%, c'est de la chaussure. Ouais, c'est de la chaussure. C'est l'essentiel, en fait, du marché, c'est ça. Ouais. Okay. Donc il faut se mettre dans les baskets du coureur. Il faut se mettre dans les baskets du coureur. Et puis il y a un exemple que je prends toujours en parallèle, toujours avec mon collègue Charlie qui fait le lifestyle. Si tu as un YouTuber très connu qui est très tendance, qui te dit je sais pas, la Puma Slipstream qui va sortir, c'est la chaussure hit de l'année. Moi en tant que consommateur, si je suis sceptique, je l'achète. Après, je la mets au pied et puis mon entourage me dit elle est trop bien cette chaussure. Je me dis ok, qu'est-ce que j'en savais? Il avait raison en soi. Ouais. Par contre, une chaussure de running, si blogueur intel, si extraterrien me dit c'est la chaussure la plus confortable que j'ai jamais essayée et que moi en tant que consommateur je l'achète, je l'essaie et après je la trouve qu'elle me fait mal aux pieds, c'est fini en fait. Tu peux être aussi convaincant que tu veux, en fait, le ressenti passe quand même par... toi, tu as ton propre sentiment, en fait, et ça, c'est la vraie différence en running. Donc, tu es obligé, en fait, de te mettre à la place du consommateur, d'essayer les produits, de voir la différence, et si les produits sont bons, tu arriveras à les vendre. S'ils sont pas bons, c'est dur, hein. C'est vraiment...
Ouais, c'est le produit avant tout, ouais. Ouais, le produit avant tout. Ouais. En running, c'est vraiment le produit avant tout. Et tu es obligé en fait de faire. Tu commences par là, tu fais des super produits. Et après, il faut que tu arrives à bien communiquer, bien dire comment ils sont tes produits, pourquoi est-ce que tel et tel produit est bien pour tel et tel type de consommateur, etc. Ok. Mais on va parler de tout ça dans un petit instant. Juste avant, c'est peut-être pour préciser aux auditeurs et moi aussi pour ma curiosité perso, en quoi consiste le rôle d'un brand manager, du coup, que ça soit pour Puma ou pour une autre marque? Alors le rôle, en fait, c'est on essaye de faire rayonner la marque, et je vais expliquer sur le marché et les catégories sur lesquelles on travaille. Donc dans mon cas, en fait, comment je peux faire rayonner la marque Puma en France sur les catégories running, training, enfin sur ces sports-là. Donc si on rentre un peu plus dans le détail et dans le technique, et ça va aider en fait pour expliquer. Donc tu prends en fait, en marketing on appelle ça un funnel. Okay, donc un entonnoir où tu commences par tout en haut ta marque, quelle est sa notoriété. Donc sur 100 personnes, si je prends 100 personnes au hasard, idéalement un échantillon représentatif, sur ces 100 personnes, il y en a combien qui connaissent la marque Puma? Ok. Donc toi tu t'intéresses par exemple plus aux runners, quoi. Voilà. 100% des... Okay. Alors du coup en fait, soit tu peux faire sur la marque Puma, soit tu te dis ok, sur 100 coureurs, combien connaissent la marque Puma? Donc c'est le premier niveau, c'est la notoriété. Deuxième niveau, c'est la considération. Sur ces 100 personnes, donc on va dire il y a 90 personnes qui connaissent Puma Running. Sur ces 90 personnes, il y en a combien qui vont la considérer pour leur prochain achat de chaussures de running? On va dire, donc là, tu as à chaque fois de la déperdition. On va dire que tu es à 70%. Donc sur les 100 de départ, tu en as 70 qui vont considérer Puma pour le prochain achat de chaussures de running. Après, le niveau d'en dessous, donc on a d'abord notoriété, puis considération. Le troisième niveau, c'est la préférence. Donc, moi, en tant que runner, je connais 5 marques. Je vais en considérer 3 pour les achats. Par contre, ma préférence va pour, au hasard, Puma. Et après, tu as l'achat. Puis, du coup, tu as la loyauté de marque et l'achat répété. C'est surtout, en fait, les 3 premiers leviers qui sont intéressants. Donc, notoriété, préférence, considération, préférence. Et en fait, moi, en tant que brand manager, je peux influer, en fait, sur ces 3 niveaux, suivant là où tu es. Si je suis brand manager Puma Foot, j'ai pas besoin de notoriété parce que tout le monde sait que Puma fait du foot. Parce que Samuel Eto'o, parce que Didier Drogba, je crois. Parce que Thierry Henry, parce que Pelé, parce que Maradona, parce que Dortmund, parce que l'OM, parce que Milan AC, Manchester City, etc. Enfin, l'Italie. Voilà. Pareil, j'imagine, pour l'athlétisme et le sprint, avec la Jamaïque et Usain Bolt. Par contre, en running, on a relancé une gamme, donc la gamme Nitro en mars l'année dernière. Et donc là, en fait, il fallait beaucoup axer sur la notoriété. Parce que du coup, les runners ne savaient pas que Puma a une nouvelle gamme de running, fait du running performance. Et donc, on peut influer en fait sur ce premier pilier ou sa première étape de l'entonnoir. Et en fonction de là où tu es, en fait, tu vas avoir différentes actions à différents endroits. Si tu vois que tu as une grande déperdition, par exemple, sur ta préférence de marque par rapport à tes concurrents principaux que tu as identifiés, si tu vois que, avant je donnais l'exemple 90-70 et admettons ta préférence c'est 50, le concurrent d'en face, il est aussi à 90, après à 70, mais après lui, il est à 60. En fait, toi, tu es 10 points d'écart par rapport à cette autre personne. Et donc, comment tu fais, en fait, pour augmenter ta préférence de marque? Et tu as des leviers, tu as des actions. Et en fonction de ça, on va choisir ce qu'on va faire en termes d'action marketing. Et ça, c'est mon job, de prioriser entre, OK, là, on va plutôt bosser la notoriété, là, on va plutôt bosser la préférence, on va plutôt bosser la considération, etc. Donc, toi, tu pilotes les actions de communication et de marketing pour que les runners, du coup, connaissent mieux les chaînes de produits et petit à petit, effectivement, les guider, on va dire, dans leur choix d'achat. Mais écoute, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet parce que moi, je suis très content qu'on puisse en parler parce que, effectivement, tu vois, quand on a commencé à discuter de Puma, moi, j'avais la vision, effectivement,
effectivement une vision de Puma qui était très élitiste, qui était effectivement Samuel Eto'o dans le foot, les sprinters aussi, vous avez beaucoup de sprinters sur du 100 mètres. Je pensais aussi à quelques demi-fondeurs français que vous avez eu il y a quelques années en athlée. Vous étiez super présents et donc j'avais pas forcément l'image de la marque, tu vois, une marque un peu plus mainstream, grand public, que tu vois, moi, si je veux aller préparer effectivement mon semi ou mon marathon, que je pourrais aller trouver des produits chez vous. Est-ce qu'il y a eu du coup un changement de positionnement, un changement de stratégie pour venir sur justement ce segment-là? Comment est-ce que vous y êtes venu et quel est l'objectif un petit peu derrière tout ça? C'est une bonne question en fait. Et quand tu expliquais, je me posais la question si on a une image un peu élitiste, si ça vient du fait qu'on a des athlètes qui sont eux-mêmes élitistes et si peut-être, in fine, la marque Puma existe beaucoup à travers ces athlètes. Ce qui peut-être en fait peut aller dans ton sens par rapport à l'image un peu élitiste. Je sais pas d'où vient en fait cette image, mais c'est un bon point. J'y réfléchirai. On verra si je trouve une réponse. Par contre, par rapport à ce que tu as dit, donc là, l'approche, ce qu'on veut faire. Alors, mon manager, il dit un truc toujours que je trouve très vrai. Il dit qu'une marque n'existe qu'à travers ses produits. Donc là, avant, on parlait du running. Les produits sont primordiaux. Donc, effectivement, en fait, il faut qu'on puisse exister à travers nos produits. Il faut que les produits en fait soient identifiables et identifiés à la marque Puma et de faire en sorte de les faire rayonner. Alors donc là l'idée c'est quand on a relancé cette gamme, donc la gamme Nitro comme je mentionnais précédemment, l'idée c'est d'avoir différentes typologies de consommateurs qui cherchent des choses, qui ont des besoins différents. Donc on a une chaussure, c'est par exemple tu veux beaucoup d'amorti, tu vas prendre cette chaussure, la Magnify ou la Velocity. Si tu veux une chaussure à plat carbone, tu vas prendre la Deviate Elite si tu es plus performant, ou même la Faster Nitro Elite si tu es un super athlète. Si tu veux une chaussure pour du court, on aura la Liberate, etc. Donc pour les différents besoins des consommateurs, on a différents produits. Et là l'idée en fait c'est de répondre à l'intégralité des besoins, mais aussi en fait et ça c'est contraire à ce que tu disais par rapport à l'image élitiste. Quand on a relancé cette gamme, on a sorti un produit, donc notre produit premium fer de lance qui s'appelle la Deviate Nitro. Et au moment de la sortie, c'était le produit à la plaque carbone la plus accessible du marché. Et donc en fait, on ne peut pas être à la fois élitiste et avoir le produit à plaque carbone le plus accessible du marché. Donc en fait, ça va à l'inverse de ce que tu disais, et ce qui est une bonne chose parce que du coup, ça permet davantage de démocratiser. Parce que nous aussi, chez Puma, on pense que après, bon, il n'y a pas que nous qui pensons ça, qu'il y a un avant, un après avec les plaques carbone en running. Et là, l'idée, c'était peut-être le démocratiser, de le faire essayer à un plus grand nombre. C'est ce qu'on a fait. On est parti sur les routes. On a fait essayer dans 10 villes l'année dernière, en 2021. On a fait essayer ce produit. 900 personnes, quasi 900 personnes l'ont essayé. Donc, on est allé, on présentait les produits, on faisait plusieurs vagues par jour. Et c'était super de se rapprocher comme ça des consommateurs et de faire connaître les produits et surtout de les faire essayer. Donc voilà, je pense qu'on s'éloigne un peu de l'image élitiste en ayant des produits plus accessibles. Il y en a d'autres qui sont aussi plus chers, mais après on peut répondre à différents besoins de consommateurs tout en étant, on va dire, relativement accessible. Parce que le prix de vente à 160 €, c'est peut-être pas accessible pour tout le monde, mais c'est plus accessible que des prix plus élevés. Ouais, c'est vrai qu'avec ces nouvelles technologies, et d'ailleurs moi je serais curieux un peu on va en parler juste après, je pense, de ces nouvelles technologies et un peu du futur de l'équipement. Mais c'est vrai qu'avec ces technos, les prix flambent, les prix explosent. Les marques aussi ont bien compris qu'il y avait un attrait pour le running qui était hyper intéressant. Et d'ailleurs, tu vois, moi, je suis curieux aussi de savoir... Tu vois, dans cet écosystème, avec il y a une demande qui explose. Les gens courent de plus en plus. Voilà, aujourd'hui, on est à Paris et je pense si on marche 2 minutes dans la rue, on va croiser peut-être une vingtaine de personnes qui courent. Et ça va être comme ça dans beaucoup de villes en France. Le running a un succès énorme. Il y a une offre aussi qui est vraiment exponentielle. Comment on peut se démarquer, tu vois, quand on est peut-être un tout petit peu moins spécialisé ou dans la tête des gens, en tout cas en termes de notoriété. Comment est-ce qu'on peut apporter une nouvelle, un élément différenciant, quoi. Et comment Puma par exemple peut réussir à se démarquer dans cette offre qui est vraiment pléthorique?
Ok, alors pour ça, en fait, c'est assez simple. On a deux typologies de consommateurs. On a identifié deux typologies de consommateurs, donc des runners plus occasionnels et des runners plus confirmés. Ouais. Les runners occasionnels, c'est des hommes ou des femmes qui vont courir, allez, je sais pas, 1 à 3 fois, 4 fois par mois. Donc peut-être potentiellement 1 fois par semaine. Ou bon, généralement, ces personnes-là n'ont pas très envie d'aller courir, mais ils courent parce qu'ils ont envie de s'entretenir, parce qu'ils ont envie de perdre du poids, parce que voilà, pour un peu dédiaboliser les excès du quotidien, on va dire ça. Ouais. Et ils achètent une paire de chaussures belles pour se motiver. C'est ça. Et se dire, tiens, j'ai fait un achat, je me lance, quoi. Mais on voit un peu le... En tout cas, je vois des gens autour de moi qui l'ont fait, quoi. Mais alors justement, en fait, comment on convainc ces personnes? Et alors, ce qu'on note, c'est que ces personnes-là, quand elles vont s'acheter une nouvelle paire de running, elles vont aller demander à leur entourage. Parce qu'en fait, on a tous dans notre entourage au moins une personne qui court beaucoup. Ça peut être un oncle, une tante, un cousin, une cousine, le pote d'un pote, le petit copain de la sœur, etc., qui court beaucoup. Et souvent, en fait, les runners ou les runneuses sont des gens passionnés. Et donc, du coup, ils vont en parler autour d'eux. Donc, on sait qui est cette personne autour de nous. Et après, si moi, je suis runner occasionnel, je vais aller demander à ce runner confirmé. Bon, allez, je sais que tu cours beaucoup. Tu as encore fait, je sais pas quel marathon, là, de je sais pas où. Avec quelle paire tu cours? Ouais. Et alors, si cette personne, en fait, répond « je cours en Puma », c'est banco. Parce que le runner occasionnel va alors acheter une paire de Puma. Ok. Donc, ce que tu te dis, c'est que pour se démarquer, il faut aller toucher le... Ouais, mais après, du coup, comment est-ce qu'on convainc cette personne-là? Comment est-ce que tu convaincs le runner confirmé? Parce que lui, il connaît tout, il teste tous les produits. Voilà, il teste tous les produits et il se tient au courant. Ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'on a identifié comme cible ce qu'on appelle la communauté de running. Donc, ça peut être les vendeurs dans les magasins spécialisés, la presse spécialisée, parce qu'on parle beaucoup en fait, de la presse papier qui a des problèmes, etc. Enfin, avoir un article dans Runner's World, ça fait une énorme différence en running. Ouais. Même si ta diffusion, elle n'est pas énorme, c'est pas grave. C'est mieux d'avoir des comptes un peu de niche sur Instagram où c'est des vrais coureurs, des vraies coureuses qui ont une poignée de milliers de followers. C'est beaucoup mieux en fait pour convaincre les gens. Donc tu as ça, tu as aussi les athlètes, tu as les différentes technologies et donc il faut que tu puisses mettre en avant que tes technologies sont bien parce que X, Y, Z. Ouais. Et tout ça en fait fait que tu arrives à convaincre cette communauté de running. Donc il faut que tu aies en fait une approche à la fois technique, pointue, que tu puisses expliquer, justifier tout ça et que tu aies des résultats en fait à montrer. Il faut que tes athlètes ils soient sur le devant des courses. Ouais. Il faut que tes produits, quand tu les mets au pied, ils soient super. Il faut que ta technologie, elle ait du sens, que du coup, elle apporte quelque chose. Et avec tout ça, en fait, tu arrives à convaincre la communauté de running qui, eux-mêmes, vont convaincre les runners confirmés, qui, eux-mêmes, à leur tour, vont convaincre les runners plus occasionnels, qui, eux, font le gros du marché, le gros du volume, et qui te permet, en fait, du coup, de te démarquer comme ça. Ok. Voilà. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, en tout cas, cet escalier, tu vois, ou cette cascade justement de valeurs. Et puis on s'en rend pas forcément compte, mais c'est effectivement des mécanismes d'influence. On y est tous ouais, bien sûr. Sensibles, plus ou moins pour certains. Ouais. Mais il n'y a pas de meilleure recommandation qu'effectivement quelqu'un qui s'y connaît et quelqu'un qu'on considère et qu'on écoute, quoi. Donc, on a vu que la recommandation effectivement par les pairs, ça fonctionne très bien. Avant, je te disais que c'est clé de mettre la chaussure au pied des gens. Ouais. Quand on a fait cette tournée dans les 10 dates, en France, on envoyait un mail 3 jours après aux participants et on leur demandait comment vous avez trouvé la paire, etc. On posait des questions et les questions clés en marketing, c'est est-ce que vous recommanderiez le produit. Ce produit à votre entourage? Est-ce que vous considériez Puma? Donc, je parlais de considération avant, de préférence. Est-ce que vous considériez Puma pour l'achat de votre prochaine paire de running? Et en fait, on arrivait, d'après leurs réponses, on a pu arriver en fait à un taux de recommandation de 94%. Okay, donc, sur ces personnes-là, et c'est un vrai test. On a eu des tests encadrés par des coachs d'athlètes. Ouais. D'abord, tu commences à faire tes gammes d'athlètes et après, tu vas courir. Et ça durait entre 45, 50 minutes, 1 heure. Ça dépendait en fait d'où on était, dans quelle ville on était. Et les gens faisaient entre 5, 6, 7, 9, 10 km. Donc, c'est pas 3 fois l'aller-retour de ton intersport et puis tu rentres chez toi avec ta paire. C'est des vrais tests. Et je précise qu'on ne donnait pas la chaussure à la fin, on les reprenait.
Ouais. Donc, parce que quand tu donnes des trucs, c'est toujours plus facile d'avoir des bons retours. On sait qu'on peut biaiser les chiffres assez facilement. Ouais. Du coup, avec ces taux de recommandation, en fait, c'est la preuve par les pairs. Et quand on a fait une campagne cette année pour promouvoir ce produit-là, on a simplement mis sur tous nos visuels 94% de taux de recommandation. Ouais. En précisant voilà, les modalités, etc. Mais parce que c'est du concret. C'est quelque chose de vrai, en fait. Ça a été validé par les runners en soi. Et donc, on utilise ça. La validation par les pairs, ça fonctionne très bien. Ok. Ouais, il y a deux choses que je comprends un peu à travers ce que tu dis. C'est que ça suffit plus d'être une marque avec des super valeurs, une super punchline, comme effectivement celle de Puma qui est Forever Faster. Et j'allais dire Run Faster, tu vois, dans ma tête c'était Run Faster. Vous avez dû utiliser le hashtag pendant un moment, non ? Peut-être. Mais... Peut-être avant que j'arrive, ouais. Bon, en tout cas, moi j'avais retenu le faster, quoi. C'était le plus vite. C'est vraiment ce qu'on retient. Mais ça suffit plus. Il faut que maintenant les gens testent les produits, se les recommandent, parce que en fait, il y a de plus en plus de gens qui courent, donc il y a plus de gens qui sont experts aussi. Et du coup, il faut que ça se passe. L'observateur du running de cette année dit 14 millions de runners en France. C'est plus 1 million par rapport à l'année dernière. Donc c'est surtout estimé grâce au Covid. En soi, parce que c'était un des derniers sports que tu pouvais pratiquer. Donc, ça joue. Mais 14 millions de runners en France, ça fait beaucoup. Ça fait une grande part de la population en fait, qui court. Et donc ça fait un Français sur 4, quoi, un peu moins, légèrement moins. Mais... Oui, après, un Français sur 4 en âge de courir, oui. Ouais. Oui, parce qu'après, on est OK. On va pas compter les enfants et on va pas compter les personnes âgées. Donc finalement, tu es quasiment 1 sur 2. Ouais, potentiellement, ouais. Ça fait beaucoup de gens qui courent, effectivement. Après, est-ce que tu es considéré comme coureur là si tu fais une sortie par mois dans ces 14 millions? Donc après, oui, c'est pas ton cœur du marché, c'est pas eux qui vont acheter régulièrement des paires de chaussures. Et puis concrètement, si tu parles de chaussures performance avec un prix de vente supérieur à 100 €, tu parles pas à ces gens-là. Non, parce que généralement ils vont acheter moins cher. Même au départ de course, j'ai encore fait une course il y a 2 semaines où il y a des gens, ils ont des chaussures à 60 € qui sont pas conçues pour la course à pied, même si c'est vendu comme des chaussures de course à pied, ou moi je recommanderais à personne de courir avec ça. Bon, si c'est une fois pour un dossard offert, c'est... Ouais, bien sûr, mais après, pour un dossard, est-ce que tu peux aller comme ça au talent, faire bon, dans ce cas-là, c'était un 10 km, est-ce que tu peux aller faire un 10 km, tu cours pas, aller pour une fois un dossard. Enfin, bon... c'est quand même le seul lien qui est entre toi et la route, tu vois, entre les impacts que tu vas avoir en courant. Enfin, on sait que les impacts sur le corps peuvent être élevés, donc après, ta seule protection que tu as en soi, c'est les chaussures. Donc après, si tu as une mousse qui t'amortit un peu mieux pour limiter ça, c'est super. Si tu as une semelle qui te permet en fait, de ne pas glisser à la première flaque d'eau, c'est encore mieux. Là, le produit fait une vraie différence. Ouais. Ok. Et tiens, justement, puisqu'on parle de produits, alors c'est pas forcément ta spécialité, mais peut-être que tu as quelques infos à nous donner. C'est comment est-ce qu'on construit une chaussure, tu vois, et comment est-ce qu'on va trouver une nouvelle technologie. Tu vois, moi j'aime beaucoup, tu vois, là votre dernière paire, vous avez fait un pari qui est hyper innovant, c'est que la chaussure est presque transparente. Et ça, je crois que vous êtes les premiers à le faire. Donc, tu vois, je l'ai testé, je suis allé marcher un petit peu avec, et c'est vrai que c'est un chausson, quoi. Enfin, c'est incroyable. Bon, je pourrais plus, mais mettre mes chaussettes avec des cœurs dessus parce que justement, en ça fait, m'est arrivé de courir avec des chaussettes ridicules. On pense à nos revendeurs qui vendent des chaussettes. Parce que du coup, si tu as un mesh, enfin une tige transparente sur le haut de la chaussure, la chaussette est importante. Donc, du coup, peut-être, in fine, que ça fera vendre plus de chaussettes. Après, c'est pas notre focus premier chez Puma, mais ça peut aider des revendeurs à vendre plus de chaussettes. Après, pourquoi c'est transparent? Parce que quand c'est transparent comme ça, tu as moins de matière. Et qui dit moins de matière dit une chaussure plus légère. Ok. Et du coup, là, pour ce modèle-là que je vais tester dans les prochains jours, elle fait quel poids? Celle-là, elle fait 199 grammes en taille 42. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est du... Ouais, tu sens la légèreté même en marchant. Ouais, en les touchant, tu sens que c'est tout léger, quoi. Alors, ce qui est intéressant sur cette chaussure,
Bon, après, on pourrait parler des caractéristiques techniques, etc. etc. Ouais, mais ça va être trop technique. Ouais, après, moi, je te dirais qu'en fait, les gens, ils retiennent pas ça. Ils retiennent plutôt souvent quand on leur raconte ce qu'on fait avec la chaussure, qu'on leur fait vivre des émotions. Cette chaussure, en fait, on l'a donnée à une de nos athlètes qui a fait les marathons des JO. Ok. Et elle a fait 3e sur le marathon. La particularité qu'on a chez Puma, c'est qu'on ne fait pas en fait, de chaussures custom pour les athlètes. Toutes nos chaussures qu'ont nos athlètes, c'est des modèles de série. Ok. Donc, Molly Seidel, elle fait du 38. Si je suis une coureuse qui fait du 38 et je m'achète cette chaussure, j'ai exactement la même chaussure qu'une athlète qui a fait 3e au JO à Tokyo. Ok. Voilà. Ça donne envie. Ouais. Effectivement, c'est une belle Après, histoire. je garantis pas les perfs. Et du coup, avec cette paire de chaussures-là, donc c'est le modèle masculin, Ouais. il y a eu qui cet été? Est-ce qu'il y a eu un athlète? Là, je te colle peut-être, je t'avoue. Non, bah alors, du coup, on a une autre athlète féminine qui s'appelle Fadou Aledem, une française. Parce que là, avant, on parlait de Molly Seidel, elle est américaine. Ouais. Notre athlète française, elle a fait, par exemple, la parisienne. Elle a gagné la parisienne avec ces chaussures-là. Ok. Voilà. Ouais, top. Depuis, on a développé une chaussure encore plus haut de gamme qu'on appelle la Faster. Mais après, certains de nos athlètes préfèrent quand même ce modèle-là. Ouais. Même si nous, on considère que l'autre modèle est mieux. Après, c'est aux athlètes de choisir, quoi. Ouais, c'est aux athlètes de choisir. Et puis, je pense que c'est la sensation que tu as à chaque fois qui fait la différence. Ouais. Puis ça fait toujours peur ou bizarre de changer. Je pense que quand tu es un athlète, tu as aussi tes habitudes. Et si ça marche bien, tu n'as pas toujours envie de changer et de recasser ta routine, quoi, tu vois. Ouais, mais après, ça, c'est intéressant parce que du coup, les athlètes chez nous, ils nous ont confié déjà qu'ils faisaient 80-90% de leur volume sans chaussures à plaque carbone. D'accord, ok. Ouais. Et le reste, en fait, c'était chaussures à plaque carbone. Donc, essentiellement, c'est les courses et puis les tests, en fait, où tu vas courir un peu plus vite, peut-être au tempo ou à ton allure de course pour te préparer. Mais c'est intéressant quand même de savoir qu'ils font l'essentiel, l'immense, la majorité. Si on est entre 80-90%, on est proche de la totalité, en fait, de leur volume se fait sans chaussures à plaque carbone. Et tu saurais te dire pourquoi? Ils t'ont expliqué pourquoi? Je pense que les chaussures à plaque carbone apportent un vrai plus en termes de performance. Ouais. Et je pense que du coup, ça a aussi un coût sur ta récupération. Okay. Parce que du coup, en fait, tu es plus performant, peut-être que tu pousses un peu plus, peut-être que du coup, le retour d'énergie est plus intense à encaisser pour ton corps. Et donc, peut-être que en fait, l'accumulation de toutes ces choses fait que tu récupères moins bien, ou bien... donc là, j'ai aucune certitude. Ou bien tu as l'effet inverse, en fait. Tu es habitué à courir en fait, avec des chaussures qui sont potentiellement plus lourdes, qui sont moins dynamiques, qui répondent moins. Et après ton jour de course, tu as des super chaussures. Et puis de toute façon, tu t'es préparé mentalement, etc. Et puis tu as le produit qui répond bien. Tu es dans le flow, quoi. Ouais, tu es dans le flow, ouais. Ils aiment bien, tu vois, les athlètes de haut niveau aiment bien ce mot et dire... Ouais, oui, j'ai écouté l'interview que tu as fait avec l'hypnose. Ouais, effectivement. Pendant la pratique de la course à pied. Ouais. Et ok. Et alors, comment est-ce qu'on fabrique une chaussure comme ça? Tu vois, quel est le processus de fabrication? Ouais. Alors donc du coup, alors la manière dont on est organisé chez Puma, il y a deux choses à savoir. C'est il y a une cellule qui est en charge de l'innovation, qui est basée du coup au siège international de Puma en Allemagne, à Herzogenaurach, c'est à côté de Nuremberg, c'est à une demi-heure de Nuremberg. Donc il y a des gens qui sont responsables de l'innovation là-bas et qui font de la recherche en innovation, donc sur les technologies, sur les matériaux, etc. Et ils partagent généralement ces innovations en fait cross-catégorie. Donc ça veut dire avec tous les sports, tous les BU. La BU ou la catégorie running training dont je fais partie et dont je dépends, elle est basée à Boston. Et donc l'équipe en fait de développement produit est basée à Boston et ils interagissent avec leurs collègues en Allemagne en charge de l'innovation. Et c'est ces deux équipes ensemble qui bossent. Parce qu'en fait, une innovation dans une catégorie peut aussi s'appliquer à d'autres. Donc là, l'innovation sur la chaussure de running, c'est la mousse nitro. Et on va le voir qu'elle va arriver dans un futur proche sur d'autres catégories. Sur le basket, sur le training, etc. Parce qu'en fait, ces propriétés de légèreté, d'amorti, etc. sont applicables aussi à d'autres sports.
Et ça peut être aussi vice-versa dans les deux sens. Hein. Ok, ouais. Donc alors, comment tu fais une chaussure de running? L'essentiel, c'est la semelle. Ouais. C'est vraiment le plus important. Donc en fait, il faut que ta technologie de mousse soit au point. Et on part de là. Et c'est pour ça que toute notre gamme s'appelle Nitro, parce que la technologie de la mousse s'appelle Nitro. C'est la mousse Nitro, donc c'est les gammes Nitro et toutes les chaussures performance ont cette mousse. Donc tu pars de là et après tu mets ce qu'on appelle la tige. En fait, c'est la partie supérieure de la chaussure. Tu la mets par-dessus et tu essaies en fait de trouver... ça dépend ce que tu recherches, mais généralement tu essaies de trouver une tige qui est assez confortable pour les gens ou plutôt légère. Là, comme celle-là, elle est transparente, on cherchait la légèreté dans ce cas-là. Mais après, dans d'autres cas, si tu as une tige ce qu'on appelle en knit, tu sais, où c'est un peu... ce sont des mailles en fait qui sont tricotées, donc du coup c'est très très confortable. Si tu cherches plus ça, tu vas mettre plutôt du knit, alors que là c'est plus c'est un genre de plastique, hein, c'est un composé de plastique au final. Ok, je vois. Voilà. Et c'est marrant que tu dises beaucoup de choses sont dans la semelle, parce que tu vois, moi j'aurais dit que effectivement la semelle c'est 80, enfin c'est une grosse partie de la performance. Effectivement le rebond, l'adhérence que tu peux avoir et tout. Mais les petits trucs qui peuvent te gêner, souvent, viennent d'autres membres de la chaussure, tu vois. C'est vrai. Moi, je sais que j'ai eu souvent des problèmes au niveau du... Je crois que je dois avoir une déformation du talon. Mais j'ai souvent, tu vois, le talon qui vient frotter la chaussure, par exemple. Qui vient abîmer très fortement l'intérieur de la chaussure. Ça m'arrive souvent. Et j'ai souvent aussi le pied qui gonfle. Donc, au niveau du bas des lacets, souvent des marques ou le pied qui va un peu serrer, tu vois. C'est marrant que tu parles des lacets, parce que justement il faut pas trop les serrer. Et il existe des nœuds spécifiques. Bon, on va pas rentrer dans les détails là maintenant, mais il existe des nœuds spécifiques en fait qui, pour les gens qui ont le talon qui se déplace de trop, en fait, il existe un nœud spécifique qui permet de bloquer davantage le talon. Ok, tu m'apprends quelque chose. Voilà. Donc du coup, en fait, il faut que tu revoies la manière dont tu laces ces chaussures et tu peux corriger ça. Ou bien acheter des chaussures plus confortables. Oui. non, mais j'en teste beaucoup et du coup, je sais que j'ai ce souci-là. Mais c'est vrai que j'ai vu je vais pas à ce point-là dans la performance, mais j'ai vu qu'effectivement, il y avait plusieurs façons d'attacher ces lacets et plusieurs façons de faire. Donc, je vais me renseigner. Merci du tips. Avec plaisir. Et tu vois, justement, vu que on parle de technologie, de recherche et développement, je serais curieux de savoir un petit peu quelle est ta vision. Comment est-ce que tu vois effectivement la performance évoluer, les matériaux évoluer. Tu vois, on a l'impression qu'il y a toujours des nouvelles avancées qui font qu'on va encore plus vite, encore plus loin. C'est un peu la course. Avant d'être la course entre les athlètes, c'est la course aussi entre les marques. Comment est-ce que tu vois un peu se dessiner c'est pas forcément une question évidente, tu vois, mais comment est-ce que tu vois un peu se dessiner la performance dans la course à pied et l'athlétisme en général? Alors il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, je pense que ça dépendra aussi des tendances qu'attendent en fait en premier les athlètes, en deuxième les consommateurs. Si je prends l'exemple, il y a quelques années en fait c'était la grande tendance des chaussures minimalistes, où du coup c'était des chaussures très plates, très tu sentais vraiment la route, qui était très bien sûr, où tu te tapais vraiment contre le sol. Donc ça a changé. Ça a commencé par les athlètes et puis maintenant c'est devenu, c'est descendu chez les gens, où de plus en plus de gens cherchent en fait des chaussures à grosses semelles. On connaît tous, notamment des marques spécialisées là-dedans, mais où en fait l'épaisseur de la semelle va avoir une différence pour les gens. Enfin voilà, ça dépend peut-être des tendances. Deuxième chose en fait, c'est aller vers, je pense, plus d'éco-responsabilité. Déjà en court terme en fait ce serait bien. Pour l'instant il n'y a aucune marque de performance qui est capable en fait de faire une chaussure qui est complètement recyclable. Donc c'est compliqué, c'est dur à faire. C'est possible en fait d'avoir des mousses qui sont plus écologiques, mais par contre la durabilité ne tient pas. En termes de performance en fait on n'y arrive pas. Il n'y a aucune marque qui arrive. Donc moi j'espère qu'il y a une marque dans un futur proche qui arrivera à ça, parce que je pense que c'est important. Après, le fait que maintenant on ajoute une couche supplémentaire avec la plaque carbone qui est mise dans la mousse, ça complexifie encore davantage le recyclage. Donc en soi, avoir une chaussure à plaque carbone, c'est pas très écolo. Après, en mettant ça de côté, en y réfléchissant et en extrapolant peut-être à d'autres secteurs, si tu prends en fait les autres moyens de locomotion qui sont en contact avec la route, si tu prends les motos et les voitures,
ils changent de pneus quand ils sont usés. Nous, en fait, quand on a usé la semelle, quand on a usé la mousse, on change complètement la chaussure. Donc peut-être que en fait, en soi, pourquoi est-ce que on pourrait pas en fait garder toujours le même mèche? Admettons, il est toujours bon, la tige, elle tient toujours, il n'y a pas de problème, c'est confortable, on aime bien la couleur. Peut-être juste changer la semelle. Ou justement, en fait, si là on sait que les semelles écologiques, elles tiennent pas dans la durée, elles tiennent pas la perf. Admettons, on arrive à monter leur niveau sur la perf, mais elles tiennent pas dans la durée. Mais si tu arrives facilement à changer, eh ben peut-être que c'est OK maintenant qu'elles soient cramées au bout de 200 bornes, si tu peux les changer facilement. Ouais. Et que tu as une semelle qui est du coup éco-responsable et que tu peux facilement recycler. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Et c'est hyper intéressant. Tu vois, j'avais pas du tout en tête ce type de problématique. Ouais, c'est en fait parce que les voitures changent leurs pneus, quoi, tu vois. Ouais. Alors que, bon, peut-être que dans le temps, on changeait toutes les roues. Je sais pas, je suis trop jeune pour ça. Mais après, sinon, est-ce qu'on va aller vers plus de personnalisation potentiellement on peut déjà le faire pour certains athlètes. Certaines marques font des chaussures personnalisées. Oui, c'est très cher, mais après, bon, il y a eu des expérimentations avec l'imprimante 3D. Ça fonctionne pas des masses encore, mais peut-être que ça fonctionnera dans le futur. Ouais. C'est intéressant parce que tu vois, on le voit par exemple sur les montres. Tu vois, maintenant ça devient un grand classique. Sur une montre, tu peux changer le bracelet pour la personnaliser. C'est ça. On voit aussi les lunettes, tu vois, sur lesquelles tu peux changer les branches. On le voit de plus en plus. Donc effectivement, dans la partie accessoires, on voit aussi même dans les bijoux beaucoup des bijoux féminins que tu peux transformer, tu vois, où tu as le bracelet, mais en fait tu peux changer hyper facilement le pendentif, par exemple. Donc ça pourrait effectivement, pourquoi pas arriver dans les chaussures, quoi. Oui, après on peut imaginer plus loin. Est-ce que du coup chaque marque va continuer à faire de A à Z les chaussures, ou bien tu vas avoir une marque qui est spécialisée dans la semelle quand une autre est spécialisée dans la tige, dans l'habillage, dans les couleurs, etc. Enfin, on peut peut-être imaginer d'aller plus loin, comme dans certains secteurs avec la customisation. Ouais. Ok, hyper intéressant. Tu vois d'autres tendances sur la technologie? Est-ce que tu penses qu'on va toujours chercher à faire courir les athlètes encore plus vite? Est-ce qu'on va autant mettre en avant les mêmes sports? Est-ce qu'il y a d'autres sports qui vont être un peu plus mis en avant, ou d'autres profils? Je pense qu'on va continuer à essayer de soutenir les athlètes autant qu'on peut avec les chaussures, parce qu'on sait que les chaussures font une vraie différence. Après, la différence la plus majeure, c'est quand même la science de l'entraînement et les capacités du corps à prendre la charge. Enfin, j'avais lu une stat et donc je suis pas 100% certain de la véracité, mais donc pour ma catégorie d'âge, pour me qualifier au marathon de Boston, maintenant c'est 3h07 sur marathon. Ouais. Il y a 100 ans, les JO, ils se gagnaient en 3 heures. Donc en soi, on a progressé en 100 ans. Et ça, c'est pas que la chaussure, c'est pas possible. Donc oui, on va sûrement continuer à aider les athlètes, à les faire courir toujours plus vite. Oui, on passera sous les 2 heures au marathon, officiellement. Sous les 2 heures au marathon, oui, c'est une certitude. Après, est-ce que la chaussure, il sera pour beaucoup peut-être oui, peut-être pas. Peut-être qu'on fera des combinaisons en entier, parce qu'il faut aussi parler du textile qui te permettront de faire ça. Je sais qu'il y a des semelles connectées maintenant qui commencent à venir, ou du coup qui analysent ta foulée en même temps pour savoir, tu vois, est-ce que tu es un peu pronateur du pied gauche plutôt que des deux pieds. Est-ce que du coup tu as juste besoin d'une semelle qui te corrige à cet instant-là, à ce moment-là, sur juste ton pied gauche? Est-ce qu'on va aller vers plus de personnalisation comme ça? Pour in fine, enfin, si on raccroche au consommateur occasionnel, lui, la course c'est un effort, donc comment est-ce qu'on peut rendre ça plus facile? Le coureur confirmé, le frein principal, c'est qu'il n'a pas envie de se blesser, ou elle n'a pas envie de se blesser. Et donc, comment tu évites les blessures? En changeant plus régulièrement tes chaussures, déjà, oui. Mais est-ce qu'on peut aller en fait vers là pour aider les gens, pour donner en fait, apporter quelque chose, une plus-value en fait là-dessus? Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi une évolution médicale. Ouais, bien sûr. Parce que on sait à quel point la course à pied donne du boulot aux kinés et aux ostéos et à
d'autres professions médicales. Mais et puis tu le mentionnais aussi toi-même, tu vois, première année où tu cours, direct un marathon, tu te sentais peut-être les ailes de faire un UTMB. Puis on se retrouve tous chez le kiné, tu vois. Oui, mais alors ça en fait, pour ça, moi j'ai une théorie. Ouais, vas-y. Et je pense que ça tient qu'à moi. Ok, tu te mets au basket, tu fais ton lancer franc, on t'apprend à faire un lancer franc. Ouais. On te dit, voilà, il faut que tu aies une main sous la balle, l'autre main qui est à côté de la balle, qui guide, et puis voilà, il faut que tu lances comme ça. Au moment où tu sautes, il faut que tu déclenches ton lancer, etc. Puis tu prends le temps de regarder Michael Jordan et de regarder ses techniques. Tu bosses les techniques. Alors que du coup, dans la course à pied, on te dit, bah vas-y, cours. Ouais. Alors qu'en fait, il y a une vraie manière de courir. Oui, qui est légèrement propre à chacun, très bien, mais les fondamentaux sont vrais. Enfin, quand on voit les athlètes, ils courent tous à peu près de la même manière. Ouais. Donc du coup, est-ce que pour limiter les blessures, il ne faudrait pas déjà apprendre à courir? C'est drôle, c'est un sport en fait où on dit bah non, tout le monde sait courir, bah vas-y, cours. Ouais. C'est naturel, voilà, mais... Ouais. Et après, sinon, pour les courses, je vois bien des courses de plus en plus longues. On commence à voir la tendance aux États-Unis où maintenant les 100 miles, donc 160 km, c'est même plus assez. On commence à avoir des courses de 300 bornes. Ouais, bien sûr. Où là, ce que je trouve super intéressant, c'est que plus la course est longue, plus grandes sont les chances que ce soit une femme qui gagne. Et ça, je trouve ça fascinant. C'est vrai, ouais. Plus ça s'allonge, plus l'écart entre les genres se réduit. Ouais. Ouais, et en fait, les femmes ont plus tendance à gagner parce que du coup, la capacité en fait à prendre sur soi et puis à accepter la douleur est supérieure en fait chez nous les hommes, et donc du coup ce qui explique elles arrivent sur du très 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 long. Je dis plein de fois très parce que 300 bornes ça commence à être faut le faire. Même en vélo c'est déjà une sacrée distance. Ouais. Et hyper je suis très intéressé, je suis très bluffé, et puis tu vois, pour revenir là où effectivement à ta comparaison historique, j'en parlais avec Robin Schmidt des genoux dans le GIF. Je sais pas si tu connais ce compte Instagram. Non, je connais pas, non. Et qui a un gros compte Instagram dans le trail, et effectivement qui me disait il y a 30 ans en arrière, on nous disait qu'il fallait courir maximum 1 ou 2 marathons par an. Ouais, c'est vrai. C'était grand max. Maintenant, on court tous les week-ends et on fait une course tous les week-ends. Et puis faire 2 ou 3 ultra trails dans l'année, ça choque personne, quoi. Pour des athlètes de haut niveau, en tout cas, c'est plus du tout choquant. Donc je vois bien aussi, effectivement, cette évolution arriver, de toujours plus long, toujours plus vite. Tu as dit que les marques, et notamment Puma, tu vois, allaient continuer de soutenir les athlètes dans cette performance-là. Ouais. Alors je sais, tu m'as prévenu que c'était pas forcément ton domaine d'expertise, et que ça jouait aussi beaucoup, généralement avec les maisons mères, avec des gros budgets. Ouais. Mais comment est-ce qu'une marque choisit aujourd'hui, tu vois, les athlètes qu'elle va sponsoriser, sur quels critères vous vous basez, est-ce qu'il y a une vraie j'imagine qu'il y a une vraie stratégie, et comment est-ce qu'elle se construit? Est-ce que tu pourrais nous dévoiler les petits secrets du sponsoring? J'en profite, ça sera doublement utile, notamment parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les filières sportives, beaucoup. Je sais que j'ai quelques jeunes dans les filières sportives de performance qui écoutent, qui ne sont pas toujours dans la course à pied ou l'athlé, mais du coup, tu vois, qui sont toujours curieux, tu vois, d'entendre les marques et de voir un petit peu ce qu'elles peuvent rechercher chez un athlète, quoi. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu ces 10 dernières années, j'imagine. Donc à ça, en fait, je donnerais 3 critères. Avant de commencer, je pense que oui, effectivement, c'est pas mon expertise. Donc c'est un métier. Donc moi, j'ai des collègues qui font ça dans le département du marketing sportif, donc sports marketing. Donc à la fois en local et à la fois au global, donc au siège de Puma. Les athlètes qui me concernent, moi, en track and field, enfin en athlé et en course à pied, c'est géré par le global. C'est-à-dire que tous nos athlètes français, en fait, en demi-fond, c'est des contrats depuis Puma Global, alors que nous, Puma France, en fait, on intervient davantage sur les footeux et depuis peu sur des athlètes en crossfit. Mais pour revenir à la course à pied, donc mes 3 critères, je pense, 1, la performance, comme d'habitude. Après, si on veut des athlètes qui soient devant, pour prendre l'exemple de course à pied, il faut qu'ils soient performants. C'est toujours aussi vrai, tu vois, d'avoir
Alors forcément, tu vois, avec une personne comme Usain Bolt, tu me diras que forcément oui, mais c'est toujours aussi important d'avoir effectivement l'athlète qui termine premier, effectivement, qui a ta paire de chaussures ou ton t-shirt, c'est toujours aussi efficace en termes de marque et de marketing. Ouais, ça fait une différence parce qu'on parlait de convaincre la communauté de running. En fait, quand tu as un runner qui a ta paire de chaussures et qui gagne un marathon, ça fait une vraie différence. Parce que du coup, la communauté sait que tu as la preuve par la perf, preuve par le record, preuve par le chrono. Ça peut pas être mauvais en fait. Non, ça peut pas être mauvais. Ouais. Néanmoins, Ouais. je pense que pour Puma, dans le cas précis de Puma, en fait, pour une stratégie vraiment de course à pied et pas d'athlète, Ouais. je pense que l'image de Bolt, en fait, est contre-productive. Parce qu'un runner, il n'arrivera pas à s'identifier suffisamment à Bolt. Parce que, en fait, du sprint 100 mètres, c'est pas de la course à pied, en fait. C'est une discipline à part, c'est du sprint. La course à pied, c'est plus long, beaucoup plus long. Et où la distance reine, c'est toujours le marathon, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, c'est mieux d'avoir un athlète qui est moins connu, mais qui fait du marathon qu'un Bolt, en fait, sur 100 mètres. Ouais. Ouais, je pense que ça te parlera plus, en fait, en tant que runner ou en tant que runneuse, dans ce cas-là. Ouais. Après, sinon, oui, l'exemple du foot, avoir Neymar, ça aide à vendre, ouais, clairement. Ok. Clairement, ouais, particulièrement en foot, en fait, on voit en foot qu'il y a une corrélation entre. Donc ça, c'est mes collègues qui m'ont partagé cette info où sur tous tes joueurs en fait de Ligue 1 Ouais. qui portent des Pumas, Ouais. tu as une corrélation quelques mois après dans les parts de marché. Ok. Donc en fait, plus tu as de joueurs qui sont dans ton 11 de départ qui portent des chaussures Puma, et plus tu vendras de chaussures Puma dans les mois qui suivent. Ouais. Donc performance, c'est le premier critère pour choisir un athlète. Ouais, premier c'est... performance. Ensuite, en tant que marque, ce qui nous intéresse aussi, c'est la personnalité de l'athlète. Évidemment, on va chercher un athlète qui a potentiellement les mêmes valeurs que Puma. Donc on a par exemple Puma, on est très sur le courage, la joie, la détermination. Et donc ça, c'est des qualités qu'on va essayer de trouver dans un athlète. Après, il faut aussi que la personne soit, comment je dirais ça, bonne communicante. Ouais. Parce qu'en fait, si on veut envoyer notre athlète dans des interviews ou l'envoyer en représentation pour la marque, si cette personne arrive mieux à s'exprimer en public, arrive mieux en fait à convaincre, arrive mieux à transmettre sa passion, ce sera beaucoup plus pertinent pour nous en termes de sponsoring, hein, évidemment. Ouais. Et après, le dernier critère, et ça rejoint peut-être en fait les secrets du sponsoring, donc à compétences égales. Donc si tu as deux jeunes qui, peu importe le sport, sont plus ou moins égaux, en fait la différence entre les deux, parce que bon, tu vas partir du principe qu'ils sont tous les deux motivés, ils sont tous les deux déterminés, et en fait ce qui fait souvent la différence, et ce que nous on regarde aussi quand on va dans le sponsoring, c'est l'entourage. Ouais. En fait, quand tu as un entourage sain, ça va faire une réelle différence sur ton futur en fait. Et parfois, il y a beaucoup d'athlètes où ils arrivent en fait à se sortir d'une situation difficile, mais ils ont leur entourage qui est un peu entre guillemets pourri et qui traîne derrière eux en fait comme des boulets. Et ça va pas les aider en fait pour la suite de leur carrière. Ouais. Si tu as un entourage toxique, en fait, clairement, ça va pas t'aider du tout. Et ça fait une vraie différence. Et dans les grands niveaux de sponsoring où tu vas vraiment chercher de futures stars, souvent les marques demandent à rencontrer l'entourage pour justement voir est-ce que c'est sain. Donc si on prend un exemple précis, donc chez Puma, dans mon job, j'ai récemment signé une athlète de CrossFit. Son entourage, il est hyper bien. Parce que son copain il est kiné et coach de CrossFit, parce que sa belle-sœur elle a fait de la natation à très haut niveau, donc du coup elle peut la coacher en natation. C'est Carole. Elle s'appelle Claudia Gluck. Ok, d'accord. Et du coup en fait comme elle a un entourage sain, ça va beaucoup l'aider pour la suite, parce que du coup son coach c'est un super pote à elle, parce que elle a que des amis en fait qui la poussent vers le haut, etc. Et en fait elle se traîne pas de boulet, et puis elle a pas de gens qui peuvent potentiellement être jaloux de ses performances, et puis même en fait qui peuvent aussi lui donner des conseils. Enfin, avoir si tu es athlète et que ton partenaire de vie est kiné,
Ouais. Enfin, ça t'aide. Hein. Ça t'aide. Moi, j'ai un peu mal là. Je me suis coincé un peu l'épaule en faisant ci, faisant ça. Je me suis un peu tordu la cheville, etc. Ouais. Ouais, il y a un critère de performance qui vit avec elle en plus, quoi. Bien sûr, ouais. Okay. Et ça fait une vraie différence. L'entourage fait une vraie différence. Et on a souvent l'exemple, en fait, chez les footeux. On le voit aussi. Je sais pas si vous l'avez déjà vu dans les médias, mais souvent les gens, les footeux très connus, ils ont un grand entourage où il y a toujours plein de gens autour d'eux. Ouais. Et souvent, il peut potentiellement ne pas être très sain, et donc du coup, ça va pas les aider. En fait, pour la suite, je vais pas donner de nom ou donner d'exemple, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est c'est important, ça. C'est vrai qu'on a un peu l'image, tu vois, avec certains footballeurs qui se comportent un peu comme des rappeurs, de venir, tu vois, avec tous leurs potes, et tu as envie de leur dire mais faut passer à autre chose, quoi. Faut grandir. Mais en fait, non, il reste là-dedans, quoi. Ouais, mais même parfois, ça peut t'arriver, tu es sur un shooting avec un athlète et toi, du côté marque, et du coup, tu organises ton shooting, tout se passe bien, et puis d'un coup, tu as l'entourage qui vient et qui dit ah non, ça c'était pas bien. Et puis en fait, tout le monde a son avis, et in fine, tu n'arrives à rien faire comme ça. Ouais. Et donc, tu as perdu ton temps, et puis tu essaies de les canaliser, mais en même temps, c'est l'entourage proche de ton athlète, donc tu n'as pas envie de les offusquer, naturellement, alors que eux, ils ont juste. Parfois, ils ont une opinion pour avoir une opinion, alors que. Ils sont pas forcément pertinents sur le sujet. Non, et c'est pas forcément leur métier, quoi. Ouais. Ok, écoute, hyper. J'aurais jamais pensé, tu vois, à ce critère effectivement de l'entourage. En tout cas, c'est pas le premier critère qui vient naturellement. Ouais. Et c'est vrai que ça fait la différence pour beaucoup. Et tu vois, on sait à quel point effectivement les gens qui entourent accompagnent toute cette performance. Il y a des primes à la perf? Oui, souvent dans les contrats, en fait, on fait des primes à la perf, effectivement. Et ça, ça dépend des sports, ça dépend des athlètes, mais il y a souvent, effectivement. Puis j'imagine que c'est ultra confidentiel, mais ça existe. Faut pas c'est ultra confidentiel. Alors néanmoins, parfois, souvent, les athlètes ont aussi ce qu'on appelle du financier, donc où tu as un revenu en fait fixe, peu importe de ta perf ou pas. Ouais. Et donc ça peut être important en fait si tu te blesses et que du coup tu as plus de revenus, c'est un peu dommage. Pour nos athlètes féminins, en fait, c'est très bien quand elles tombent enceintes. Parce que ça peut arriver. On a eu Floria Gay qui est tombée enceinte et puis m'a pas résilié le contrat, contrairement à d'autres marques concurrentes qui arrivent de résilier les contrats quand les athlètes tombent enceintes. Enfin, c'est important toujours que ces personnes aient quand même quelque chose en fait. De quoi subvenir à leurs besoins, de continuer à vivre. Après, c'est pas parce que tu es en pause que tu peux pas revenir à ton meilleur niveau par la suite. Hein. Il y a eu beaucoup de scandales. Hein, malheureusement, ces 2-3 dernières années, tu vois, il y a eu dans le volet féminin aussi une fille qui a perdu son contrat. En France, je pense qu'il y a une super belle évolution. Et tu vois, j'ai interviewé la semaine dernière Anaïs Chevalier-Boucher. Je sais pas si tu vois. Non, je connais pas. C'est une biathlète qui a eu 3 médailles olympiques. Et entre les 3 médailles olympiques, elle a eu une petite fille. Ouais. Donc elle en a eu 2 cet hiver-là à Pékin. Ouais. Et elle revenait de grossesse, tu vois. Et on parlait effectivement de l'évolution et du fait que pour les filles, en tout cas sur les sports d'endurance, c'est prouvé. Sur un retour de grossesse, tu as plus de globules rouges. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Donc, naturellement, en fait, si tu te remets à t'entraîner et que tu fais tout pour revenir, normalement, tu dois être plus performante. Donc, et il y a de plus en plus d'exemples qui le montrent. Et tant mieux, quoi. Après, je dis pas qu'on revient à tous les coups, mais en tout cas, c'est quand il y a de plus en plus d'athlètes qui arrivent et c'est bien de le mentionner, quoi. Ouais, mais après, en fait, en termes de sponsoring, qu'est-ce que tu veux construire aussi? Généralement, tu t'intéresses à des personnes que tu as repérées généralement il y a longtemps et tu essaies de construire une relation avec ces personnes-là. Et puis, parfois, ça arrive qu'on soit très, très proche de nos athlètes et après, les mettre à la porte dès qu'il y a quelque chose. C'est pas, en fait... c'est aussi une image en tant que marque que tu renvoies. Enfin, si une marque t'a des valeurs, et c'est aussi ta responsabilité en fait de les accompagner dans les moments difficiles. Et je pense que c'est comme ça que tu fais la différence entre les petits et les grands contrats. Ouais, je vois très bien. Écoute, là je regarde mes petites notes, je regarde mes anti-sèches. On arrive à 1 heure d'interview et j'ai l'impression qu'on a balayé énormément de sujets. Ouais. Peut-être que j'en ai oublié. Est-ce que toi, il y a des sujets que tu avais envie de
d'aborder pendant qu'on est là. Parce qu'on a parlé sponsoring, on a parlé de développement de produits, on a parlé de positionnement de marque, de tendance du running, de tendance de technologie. Donc on a bien balayé, mais est-ce que peut-être que tu aurais un mot de la fin ou quelque chose à dire pour allez, si on va rester sur le running, moi j'encourage les gens à courir. Parce que apprendre avant. Ouais, apprendre à courir, puis courir parce que ça fait du bien. Mentalement, ça fait du bien. Et je pense qu'on arrive tous à trouver une raison de courir, que ce soit pour s'entretenir ou même pour s'évader. En fait, on a parfois des rythmes de vie qui sont intenses, des jobs qui sont difficiles, des situations personnelles qui sont délicates. Et c'est dur de se motiver pour aller courir quand on n'a pas envie, mais je crois que personne n'a jamais regretté un run qui s'est bien passé, où on ne s'est pas blessé, etc. Mais si en fait si tu dois galérer pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour in fine 5 minutes de pause et 5 minutes de bien-être dans ta tête, je pense que ça suffit. Après, il faut juste trouver la bonne chaussure à son pied, donc essayez-en. Et quand vous en avez trouvé une bonne, achetez-la et puis partez courir. Eh ben écoute, ce sera le top pour le mot de la fin. Écoute, moi je vais la tester avec impatience. En tout cas, voilà, j'ai mis le pied dedans. J'ai pas voulu aller courir et tout. Je me suis dit que j'allais faire un unboxing, le montrer et tout, faire un petit test vraiment en direct. Je serai transparent, tu vois, sur ce que j'aime, ce que j'aime moins. J'aime beaucoup, tu vois, l'innovation effectivement sur la partie transparence de la chaussure. Tu vois, être transparent pour une chaussure transparente, ça va être drôle. Mais en tout cas, j'ai hâte. Allez, il y a une toute dernière question que je pose pour clôturer les interviews. C'est que je demande 2 noms à chaque fois à mes invités de prochaines personnes à aller interviewer, un homme et une femme, parce que tu vois, on a parlé de parité, d'égalité dans le sport, et que j'essaye au maximum de respecter la parité sur le podcast. Est-ce que il y a un athlète, une athlète que tu me recommandes ou des personnes peut-être côté effectivement peut-être sport business, marque, qui sont vraiment inspirants, avec qui je pourrais aller parler futur du sport, futur des événements, futur des marques. Je serais hyper preneur d'avoir ta recommandation. Alors un homme que je trouve très intéressant, qui travaille chez Puma à l'international, c'est un Français. Il est en charge en fait du sponsoring de tous les athlètes d'athlée au niveau mondial. Qui est du boulot. Il s'appelle Pascal Rowling. Il a notamment découvert Bolt il y a longtemps. Il connaît, je pense, tous les athlètes d'athlée du monde. C'est la légende de chez vous, quoi. C'est la légende chez Puma. Il est très busy, mais je verrai ce que je peux faire. Écoute, avec très grand plaisir. Donc ça, c'est pour un homme et une femme. Donc on a plein d'athlètes féminins super. Et allez, peut-être qui me tient un peu plus personnellement à cœur, je citerai Claudia, que j'ai citée précédemment. Parce que son histoire, elle est intéressante, parce que elle arrive à un super niveau en CrossFit en faisant des études et en étant en alternance. Et là, elle va finir ses études, elle a envie de tenter. Et puis moi, nous, on vient l'aider, l'accompagner en fait, pour tenter ça, à passer en fait au moment où tu passes pro. Il n'y a pas beaucoup d'argent en CrossFit, c'est les mêmes galères qu'en athlée. Et donc, c'est intéressant de voir en fait ce changement de mindset, où se dire ok, maintenant j'étais numéro 1 française en 2021, et donc maintenant comment je vais chercher les championnats du monde en ayant ça uniquement comme focus. Et donc voilà, pour avoir une femme, c'est ce que je te conseillerais, et ça c'est beaucoup plus facile à obtenir. Écoute, avec grand plaisir. J'aimerais beaucoup en plus les épisodes tu vois, dans lesquels qui aborde un peu la force, ça plaît beaucoup, donc super. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode sur le CrossFit, donc voilà. avec grand plaisir. Merci infiniment Clément, franchement je me suis régalé. Merci Bart. Tu vois, effectivement ça change de ce que je fais d'habitude, mais je trouve qu'on a apporté beaucoup de valeur, tu vois, et on a essayé de prendre vraiment de la hauteur par rapport à tout ça, et c'est vrai que des fois, on est un peu dans le tourbillon et quand on court, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et je trouve que c'est intéressant, surtout qu'on l'a abordé, je trouve, avec tu vois, humilité et
et sans être complètement, je veux dire, biaisé. Tu vois, on essaie vraiment de prendre de la hauteur. Donc, merci infiniment d'avoir pris le temps. C'était vraiment un plaisir. Tes questions étaient pertinentes. Bon, C'était très intéressant. Merci. J'espère. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.